10 minutes pour comprendre la notion de facteur de puissance pour les récepteurs branchés sur le secteur sinusoïdal. Ce cours, c'est pour expliquer la notion de facteur de puissance concernant les récepteurs qui sont branchés sur le secteur. Alors, il y a trois types de récepteurs qu'on va étudier. Le plus simple, c'est le récepteur résistif, par exemple ce parasol chauffant, très utile au mois de juillet sous les tropiques. Donc, il s'agit d'une simple résistance, un filament de tungstène qui nous réchauffe, à peu près 1200 watts ici. Et à ce moment-là, le courant, il a exactement la même forme que la tension, c'est-à-dire une sinusoïde, du moins en première approximation. Pour effectuer le relevé de la tension et du courant, eh bien, par sécurité, je me branche sur un disjoncteur différentiel suivi d'un disjoncteur 10 ampères. Alors, une sonde différentielle de tension et une sonde de courant. Voici la sonde différentielle de tension avec le calibre 500. Et voici la sonde de courant avec le calibre 100 mV par ampère. Les oscillogrammes sont relevés grâce à un oscilloscope numérique. On a en jaune sur la voie 1 la tension et en bleu sur la voie 2 le courant. Éventuellement, on peut aussi relever la FFT d'une des deux voies. Voici la tension EDF. On peut vérifier que la période est 20 millisecondes, donc la fréquence 50 Hz, et que l'amplitude est de 325 volts. Il faut multiplier les 200 millivolts de l'échelle par le calibre 500. On exporte la tension secteur vers un tableur pour pouvoir comparer avec une sinusoïde et on fera l'approximation que la tension, malgré quelques différences, que la tension est sinusoïdale. Voici les relevés concernant le parasol chauffant. Donc on constate que la tension et le courant ont exactement la même forme. Les données sont exportées vers un tableur, ce qui nous permettra plus tard de tracer la puissance instantanée. On constate que pour un récepteur résistif, la puissance instantanée est toujours positive. Ici, la valeur moyenne est de 1150 watts, ce qui est cohérent avec l'indication du chauffage 1200 watts. La puissance instantanée, c'est le produit de la tension par le courant instantané. On remarque que le terme entre parenthèses oscille entre 0 et 2, donc la puissance oscille entre 0 et 2 VI. Et le résultat donne environ 2300 watts maximum et 0 au minimum, bien sûr, donc une puissance moyenne de 1150 watts à peu près. Le second récepteur que nous allons étudier, c'est un moteur de surpresseur. Alors les moteurs comportent des bobinages, ce qui fait que le courant va être en retard sur la tension. La puissance de ce moteur est donnée pour 900 watts. Le moteur se met automatiquement en route lorsqu'on puise de l'eau. Le courant ici en bleu a bien une forme sinusoïdale, mais on voit nettement un décalage, donc ici un déphasage qui est de l'ordre de 1/10 de période, c'est-à-dire un déphasage de 36 degrés. On exporte les données vers un tableur, ce qui nous permettra de tracer la puissance instantanée absorbée par le moteur. À cause du déphasage, il arrive que tension et courant n'aient pas le même signe et donc la puissance instantanée, le produit de la tension et du courant, eh bien ça donne quelque chose de négatif. On voit ici des pointes de puissance pendant laquelle la puissance est négative. Il est intéressant de décomposer le courant en une composante en phase avec la tension, donc qui dépend de sinus oméga t comme la tension, et une composante en quadrature avec la tension, qui dépend de sinus oméga t moins pi sur 2, c'est-à-dire cosinus oméga t.
Avec quelques formules de trigonométrie très simples, on arrive à décomposer la puissance instantanée en deux termes. Un qui dépend donc de la puissance active, P, et l'autre qui dépend de la puissance réactive, Q. Le terme qui dépend de la puissance active, ici en bleu, on remarque qu'il est toujours positif. Le terme qui dépend de la puissance réactive, ici en rouge, on remarque que sa valeur moyenne est nulle. Alors le terme en bleu, c'est celui qui va faire tourner le compteur d'énergie, alors que le terme qui dépend de la puissance réactive, lui, n'engendrera pas de puissance moyenne, puisque sa valeur moyenne est nulle, donc il ne fera pas tourner le compteur d'énergie. Pas facile de représenter des sinusoïdes, il est bien plus commode de représenter les trois puissances mises en jeu par des vecteurs qui sont dans un triangle rectangle. Dans le cas que nous venons de voir, les moteurs, donc, le facteur de puissance, c'est tout simplement le cosinus phi, le cosinus du déphasage. Ici, avec un déphasage de 36 degrés, cosinus phi vaut 0,81. Alors le dernier récepteur qu'on va utiliser, ce sont des récepteurs, donc c'est un éclairage à LED. Donc là, l'ensemble de 5 lampes, c'est un petit peu pour améliorer la précision. On va voir sur l'écran que le courant n'est absolument plus sinusoïdal, donc l'onde, elle est déformée. Hein. On va parler de puissance déformante dans ce cas. On va voir quelle est l'incidence sur le facteur de puissance. Voici en bleu le courant consommé par des lampes LED. On remarque qu'il n'est absolument plus sinusoïdal. Donc ceci est dû à la présence d'un pont de diode suivi d'un condensateur qui va servir de filtrage. Les données exportées vers le tableur vont nous permettre de calculer la valeur efficace du courant, ce qui nous donnera accès à la puissance active et la puissance apparente pour calculer le facteur de puissance. Seul le fondamental contribue à la puissance active, donc on a besoin de la FFT pour avoir la valeur efficace du courant fondamental. Ici, 3 divisions fois 5 mV, ça fait 15 mV. Avec la sonde, ça fait donc 150 mA. On remarque d'autre part que le maximum du courant est en avance sur le maximum de tension d'environ 0,9 divisions. Donc 9% de 360 degrés, ça fait 32 degrés. Donc le déphasage est égal à moins 32 degrés, puisque le courant est en avance cette fois-ci. Avec une tension de valeur efficace de 137 volts, un courant donc fondamental de valeur efficace 150 mA et un déphasage de moins 32 degrés, eh bien on a une puissance active qui est de l'ordre de 30 watts, ce qui est cohérent avec les puissances indiquées par les 5 lampes LED. La puissance apparente, elle est due bien à tout le courant, donc 250 mA environ, et on trouve donc une puissance apparente de environ 60 VA. Voilà. Donc un facteur de puissance de l'ordre de 0,5. Au passage, on peut noter que la puissance réactive, eh bien, elle est négative. Sur cette lampe, le constructeur nous promet un facteur de puissance supérieur à 0,5. Eh bien, on peut dire que la promesse est tenue. On peut représenter les puissances mises en jeu, donc puissance active, réactive, déformante et apparente, dans un parallélépipède. Il y a deux termes qui dégradent le facteur de puissance. D'une part, le cosinus phi dû au déphasage du fondamental du courant sur la sinusoïde de la tension. D'autre part, tous les harmoniques du courant, puissance déformante.